lekin odamda necha kilo borligini aytmaydi. Allohu akbar. Violence, émeute, pogrom. Ça se passe en Union soviétique, en Asie centrale. L'Asie centrale, c'est au sud de l'Empire soviétique et à la frontière nord de l'Iran, de l'Afghanistan et de la Chine. Une vaste région stratégique, de plus en plus sensible aux crises et aux conflits du Moyen-Orient. Ici, sur l'ancienne route de la soie, 5 républiques socialistes, Turkménistan, Kazakhstan, Ouzbékistan, Tadjikistan et Kirghizie. 5 républiques sur les 15 que compte l'Union soviétique. 5 républiques à majorité musulmane, mais aux cultures et aux langues différentes, enracinées loin dans l'histoire. Au carrefour des Indes, de l'Europe et de l'Orient, les marchés et les mosquées de Boukhara et Samarcande, conquises par les tsars. Elles furent à nouveau soumises au vent de la liberté, du progrès et de la propagande bolchevique. Мы крепко стояли за ленинское слово, за ленинскую идею национального размежевания. Эта идея осуществилась, стала нашей жизнью, нашим праздником. Но на каждом празднике найдется недовольный. Нет на свете узбеков, нет таджиков и туркмен, а есть лишь одна неделимая мусульманская нация, твердили пан-исламисты. Но свободный народ выразил свободную волю. Весной 1925 года Узбекистан стал равноправной республикой в семье советских народов. По этому случаю в Москву прибыла большая делегация. Обратите внимание, что в числе делегатов есть женщина. Эта женщина впервые приехала так далеко в Москву. Ведь всего несколько лет назад она не то что в Москву, на улицу не всегда осмеливалась выйти. Раскрепощение женщин в Узбекистане поразило воображение всего Востока. Кто снял с наших женщин паранджу? Как видите, они это сделали сами. Но прежде должна была свершиться Октябрьская революция. Женщины назвали свое движение «худжум», что в переводе означает «наступление». Прошлое тяжело волочилось за нашими спинами. Народ, партия думали о будущем этого маленького кузнеца. Industrialisation, sédentarisation des nomades, développement de la monoculture intensive du coton, l'or blanc. Les colons bolcheviques venus de Russie forment les populations. On transforme les déserts. On creuse de gigantesques canaux pour irriguer.
On détourne les fleuves. Pour tous, un seul but, l'eau. Les petits pères du peuple et les années passent. On produit. Toujours plus. 3, 4, 5 millions de tonnes. 90% de tout le coton exporté par l'URSS. Pour Khrouchtchev, Brejnev, l'or blanc. Profusion. Abondance. L'avenir est radieux. Le bonheur pour demain. Derrière la façade et les mensonges, aujourd'hui, la réalité. Toutes les images de ce film ont été tournées par des soviétiques vivant en Asie centrale. Les premiers témoignages sont ceux de Russes, enfants de colons nés ici, à Douchambé. Il fait très froid ici en hiver. Regardez, le bâtiment est récent, mais là-bas, il n'y a déjà plus de toit. Il faut faire quelque chose. Et nous manquons aussi de vêtements chauds. Voilà notre situation. Les syndicats ne montrent même pas le bout de leur nez ici. Le directeur ne vient jamais nous voir. Ils ne doivent même pas savoir que nous existons et que nous travaillons ici. Tout ce qui les intéresse, c'est le plan. Toujours les plans, avant tout le plan. Mais comment vont les ouvriers? Et dans quelles conditions ils travaillent? Ça, ils s'en foutent complètement. Nous avons un seul vestiaire avec une seule armoire. On nage dans une telle bureaucratie, vous savez. Nous manquons de tout. On n'a aucun endroit pour faire sécher nos chaussures. Là-haut, il y a bien des tuyaux chauds qui passent et on y mettait nos chaussures à sécher. Mais le directeur est venu et a tout interdit. Regardez ces chaussures humides, sales. Vous croyez que c'est possible de le remettre le lendemain? Et puis nous n'avons même pas de savon. Regardez nos mains. Regardez. On nous donne un seul morceau de savon par mois. Un morceau par mois pour des mains dans cet état-là. Il faut bien aller aux toilettes. On sait faire du thé. Mais avec des mains aussi sales, on n'ose même pas se moucher. Un morceau de savon, c'est vraiment une misère. On a un seul droit, dépasser la norme de production, rien d'autre. Nous n'avons aucun droit à la parole. On nous dit, tu sais où est ta place? Eh bien, restez-y. Et qui vous parle comme ça? C'est le contremaître qui nous dit, quel est ton poste? La fraiseuse? Alors au travail. Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Voilà comment il nous parle, le contremaître. La perestroïka? Nous ne la voyons pas. Nous avons seulement remarqué que l'usine est financièrement autonome. Sinon, quelle perestroïka? Regardez, il n'y a pas de lessive dans les magasins, nulle part. Ni savon, ni sucre, ni farine. Pas de dentifrice non plus. Les femmes n'ont pas de quoi s'arranger, se teindre les cheveux. Regardez, moi j'ai les cheveux blancs, mais je n'ai rien pour les teindre. La voilà la perestroïka. Destin de femme. Elle était jeune, jolie et russe. Mère célibataire, elle venait de perdre son travail et son logement. Jetée à la rue avec son petit garçon.
Ils ont pris ses affaires, les ont jetées dans le camion. Elle ne disait rien, pas un mot, rien. Elle regardait seulement. Elle est sortie, se retournait comme pour voir si elle n'oubliait rien. Ensuite, elle est allée à l'école prendre son gamin. Elle nous a dit, maintenant, nous n'avons plus besoin de rien. Puis, ils sont allés là-bas avec un bidon d'essence. Elle voulait voir le directeur, mais il n'était pas là. Moi, je travaillais à la comptabilité. J'ai entendu crier un enfant. J'ai voulu savoir ce qui s'est passé. Quand je suis sorti dans l'escalier, l'enfant n'était déjà plus là. Le fond du couloir était en feu. Soudain, une femme est sortie du feu. Elle était en flammes. On ne voyait que les 2 points noirs de ses yeux. Elle m'a crié, « Femme, va-t'en !» Maman est venue me chercher à l'école. Elle pleurait. On était là au bureau. On a attendu un peu le directeur. Comme il ne venait pas, elle a voulu entrer dans son bureau. C'était fermé. Le directeur n'était pas là. Alors, elle se mit à pleurer. Elle restait debout. Elle m'a dit d'enlever mon blouson. Je lui ai répondu pourquoi. Elle m'a dit enlève-le. Je répétais non. Elle se levait. Elle a versé l'essence sur ses cheveux. Je voulais lui arracher les allumettes. J'essayais de l'empêcher. Mais la 3e fois, ça a marché. Elle a pris feu. Je me suis enfui. Je criais maman. Chaque année, par désespoir, des centaines de femmes se suicident par le feu. C'est une crèche parmi tant d'autres. On n'a plus de lait ici. Depuis combien de temps? 7 jours. Et la viande? Nous n'avons pas de viande non plus. « 46 pour 1000 de mortalité infantile, l'un des taux les plus élevés au monde. À Dushanbe, capitale du Tadjikistan, un quartier. Il n'y a jamais d'eau ici. Ça fait 3 mois qu'il n'y a plus d'eau dans les cours des maisons. Il faut toujours qu'on aille la chercher ailleurs. Ça fait 40 ans que nous souffrons ici. C'est un vrai scandale. Le camion qui apporte l'eau vient tantôt le matin, tantôt le midi, tantôt le soir. Pourquoi? On a tous des choses à faire, alors on glande, on attend la flotte. Ça fait 27 ans que nous vivons ici, et chaque année on nous promet de l'eau, mais toujours rien. Avec cette eau, moi je dois cuire la bouillie du gosse, et tout le reste. En plus, impossible d'arroser. Dans notre jardin, tout est desséché. Qu'est-ce que ça veut dire? Les députés se réunissent chaque année, ils nous font des promesses. Et voilà le résultat. On nous promet toujours la lune. Mais nous, on ne voit rien venir. Et ça continue. Regardez-moi cette eau.
Essayez de la faire bouillir. Qu'est-ce qu'ils foutent à la station d'épuration? Regarde-moi cette eau. Les bêtes n'en voudraient même pas. Et nous devons la boire. Épuisés par l'irrigation forcenée, les fleuves sont vides. Et la mer d'Aral, privée d'eau, s'évapore, comme une flaque qui sèche. C'était un village de pêcheurs. Il n'y a plus d'eau, de poissons. Il n'y a plus que du sable. Je suis député de Karakalpaki, sur la rive de l'Aral. Chaque jour, les gens viennent me voir et me demandent ce qu'ils vont devenir. Ça fait 3 mois qu'on apporte l'eau ici en camion et qu'il faut ensuite la distribuer dans des bidons. Sans eau potable, comment est-ce qu'on va pouvoir continuer à vivre ici? On dit que la mer d'Aral renaîtra, mais maintenant je n'y crois plus. L'Aral va disparaître. Dans 20 ans, l'Aral sera une mer vide et morte. Et ce n'est pas fini. Les usines, celles qui ne font pas la vitrine, ici, l'acide coule partout. Là-haut, par exemple, il y a un tuyau percé. On nous dit qu'on ne peut rien faire, que si nous envoyons ce tuyau en réparation au contrôle sanitaire, cela fera baisser le rendement. Alors, nous devons respirer ces gaz, être entourés par tout ça. Nous avons presque tous les dents malades. Les conditions de travail sont difficiles, vraiment très difficiles. En fait, tout ça détruit notre organisme. Nous travaillons dans un milieu très nocif, vraiment nocif. Mais nous n'avons que le droit de travailler. On nous dit, vous recevez des bons d'alimentation? Alors travaillez. Personne ne vous a invité ici. J'ai 24 ans, mais je ressens déjà les atteintes de la pollution. Je m'arrêterai dans une dizaine d'années. Je vais arriver jusqu'à la retraite, mais c'est pas sûr que je puisse y arriver. Tout le monde est malade. Regardez les ouvriers les plus âgés. Est-ce qu'on sait seulement s'ils vivront jusqu'à l'âge de la retraite? les productions stratégiques, agricoles et industrielles, maintenues artificiellement, ont des conséquences désastreuses. Carences alimentaires graves, système sanitaire délabré, incapable d'endiguer les maladies endémiques provoquées par la pollution. Tout va dans tout. Ces 2 dernières années, nous avons recensé dans notre district plus de 7000 malades souffrant d'hépatite. L'une des causes principales, c'est bien sûr la mauvaise qualité de l'eau courante et l'utilisation de l'eau des caniveaux. Aujourd'hui, encore 50% de la population rurale utilise l'eau des caniveaux. J'ai eu 8 enfants. 4 sont morts à cause d'aluminium. Aidez-nous. Enlevez cette usine. Les déchets d'aluminium souillent notre terre. Nous sommes pollués même dans nos corps. Allah est grand. Allah est grand. Lorsqu'on désespère et qu'on se sent abandonné et trahi, on invoque le ciel avec encore plus de force et d'énergie. Ici, Téhéran et Khomeini sont trop proches. Et Moscou n'aime pas entendre la colère et la révolte invoquer le nom d'Allah.
Le 24 novembre 1986, Gorbatchev s'arrête à Tachkent, la capitale de l'Ouzbékistan, et encourage les responsables locaux à mener une lutte impitoyable contre les manifestations religieuses et archaïques. Mais il est déjà trop tard. Dans les jours qui suivent, la révolte explose dans la capitale voisine, Alma-Ata. L'émeute dure 2 jours et fera plusieurs morts et de nombreux blessés. En voici les premières images, les premières et les seules, filmées par le KGB. Désormais en Asie centrale, le feu couve. Dans la vallée de Fergana, en Ouzbékistan, 2 ans plus tard. 100 morts, plus de 500 blessés. Maisons et villages incendiés. La chasse aux Géorgiens Meshket a duré 1 semaine. Inquiets, les responsables soviétiques parlent de provocations préméditées visant à déstabiliser le pays. 3 jours plus tard, Gorbatchev s'adresse au Congrès. Я хотел от имени Президиума проинформировать съезд о ситуации, как она складывается, развивается, в каком состоянии находится в Узбекистане. Пока обстановка сложная. Работает правительственная комиссия. Я хочу пригласить вас еще раз от имени съезда обратиться к трудящимся Узбекистана с горячим призывом услышать наше обращение депутатов, сохранять выдержку, спокойствие, а самое главное, сделать все необходимое для того, чтобы эти события не вышли из-под контроля. Мы надеемся, что сил у республики и у трудящихся достаточно, и они услышат наш этот призыв. À Fergana, les victimes des pogroms, ce sont tous des Meshket, petit peuple de 100 000 Géorgiens musulmans, arrachés à leur pays par Staline, il y a 45 ans, et déportés ici en Asie centrale. Maisons brûlées, villages et quartiers dévastés, les Meshket sont isolés et regroupés loin des villes, dans des camps de fortune, sous la protection de l'armée. Lorsque Staline nous a chassés du Caucase, lorsque notre peuple est arrivé ici, en Ouzbékistan, nous avons été reçus avec beaucoup de bienveillance et de chaleur. Nous avons vécu ensemble. Nous sommes tous allés à l'école ouzbek. Nous parlons l'ouzbek, moi-même je l'enseignais. Mais je n'aurai sûrement plus jamais l'occasion de le faire. C'est la faute des autorités locales, du district, de la région et de la République. On a donné à des forces obscures la possibilité de diviser les communautés. Nous ne comprenons pas pourquoi on a précisément choisi notre peuple. Notre tragédie se répète à l'époque de la démocratie et de la glasnost. Nous avons toujours demandé au peuple ouzbek, qui nous a si bien accueillis en 1944, de nous aider à retourner sur la terre de nos ancêtres. Aujourd'hui, on lance des accusations à tort et à travers. Et quand on dit que tout cela est arrivé à cause de la bière ou du prix des fraises, c'est un pur mensonge. Vous comprenez, c'est une honte pour nous d'entendre de telles sornettes. Notre peuple est écœuré lorsque la télévision dit que c'est arrivé à cause des fraises. Une histoire de fraises. C'était en effet la dérisoire explication de la télévision, disant que tout avait commencé par une bagarre au marché.
C'est la faute du gouvernement. S'il n'y avait pas eu des ordres du gouvernement, aucun Ouzbek ne nous aurait touchés. Parce qu'ils nous respectaient. J'ai longtemps séjourné dans des hôpitaux à Tachkent et à Fergana. Ils partageaient avec moi jusqu'au leur dernier morceau de pain. Jamais nous n'aurions cru cela possible de leur part. C'est à cause du gouvernement. C'est un ordre du gouvernement. Du gouvernement ouzbek. De Nishanov et personne d'autre. Celui qu'on accuse, Nishanov, c'est le premier secrétaire de la République. Si nous sommes des gens inutiles, si nous sommes privés de patrie pour toujours, si l'on veut nous faire disparaître, alors il faut nous fusiller. Dans le Caucase, on nous avait donné 24 heures pour partir. Maintenant, ça recommence. 45 ans plus tard, c'est à nouveau l'exode. En Géorgie, on craint leur retour et on manifeste. On n'en veut pas. Ballottés d'un aéroport à l'autre, d'un camp à l'autre, les Meshkets sont à nouveau un peuple sans terre, sans tombe et sans ancêtres. Un petit peuple qu'on efface et qui devrait disparaître dans l'immensité soviétique. À Moscou, pendant ce temps-là, Nishanov, celui que les Meshkets accusent. Товарищ Нишанов избран председателем. Давайте его поприветствуем, поздравим. И, пожалуйста, Рафик Нишанов. C'est une promotion, à la tête de l'une des deux chambres du Soviet suprême. Мы воспользуемся, пока председатель идет, объявим перерыв на 20 минут. Потому что сейчас придется формировать, не формировать, а договориться... L'éternel cérémonial du pouvoir. Ici, on crée des commissions. Là, on pleure les morts trop terribles. Une mère reçoit, tassé dans une caisse, le cadavre de son fils, jeune soldat massacré par ses compagnons de régiment. Il était parti joyeux. Et voilà, il nous revient en 3 morceaux, dans une boîte. Comment on supporte cela? Seuls les Ouzbeks doivent endurer cela? Pourquoi? Lorsque je le regarde, je ne trouve pas les mots. Je ne peux pas supporter de penser à ce qui s'est passé. Ils l'ont haché en petits morceaux. Ils l'ont torturé. Son visage est abîmé. Ils l'ont sûrement torturé pendant longtemps. Ses jambes sont cassées. Ils l'ont haché en petits morceaux. Ils l'ont tellement torturé. Et maintenant, il est là, devant mes yeux. C'est insupportable. J'ai le cœur brisé. Je suis sa mère. Et je ne peux pas imaginer ce qui s'est passé. Massacre raciste qui se répète aujourd'hui trop souvent, à l'armée, où de jeunes recrues s'entretuent. D'autres mères, encore. D'autres cercueils et d'autres mères.
La haine appelle la haine. Et la douleur des mères, le bâton. On a du mal à comprendre tant de haine et de violence. D'où viennent-elles? Qui en veut à qui? Rappelez-vous. L'Asie centrale, c'est cette région grande comme plus de 2 fois l'Europe de l'Ouest, artificiellement découpée par les bolcheviks en 1920 en 5 grandes républiques. Mosaïque d'ethnies majoritaires dans certains territoires, minoritaires dans d'autres. Ouzbeks, Kirghizes, Tadjiks, Kazakhs, auxquels s'ajoutent de nombreuses minorités sans territoire, Arméniens, Juifs, Meshkets, tour à tour selon les régions, majoritaires et bourreaux, ou minoritaires et victimes. Et partout la pénurie devient explosive. Début 1990, un an après le tremblement de terre d'Arménie, on parle à Douchambé de l'arrivée de réfugiés. Le 12 février, devant le Parlement, c'est l'explosion. Face aux fusils, encore et toujours, des mères avec leurs enfants, des nourrissons, des adolescents. À l'affût, dans l'ombre du Parlement, le présidium du Soviet suprême. Tout ça pour une histoire de logement. Il ne faut pas que les Arméniens viennent vivre au Tadjikistan. Les Tadjiks n'ont même pas de logement pour eux-mêmes. Moi, par exemple, je vis dans un appartement collectif dont le toit prend l'eau. Est-ce que quelqu'un se soucie de nous? Personne. Les beaux appartements sont toujours pour les Russes. Ici, Makhkamov, premier secrétaire du Parti communiste du Tadjikistan. Toutes les revendications formulées par vos représentants ont été examinées. Je vais vous les rappeler. Premier problème soulevé,
Où va le million de tonnes de coton que le Tadjikistan produit chaque année? Deuxième question. Pourquoi notre complexe géant d'aluminium pollue-t-il la République sans aucun bénéfice pour nous? Troisièmement, pour quelles raisons des déchets nucléaires radioactifs sont-ils stockés à Fezebod? Enfin, pourquoi les Tadjiks doivent-ils céder leurs terres aux Kirghizes? Et en plus, ici on manque de logements. Certains attendent même depuis 25 ans. Et les rumeurs depuis quelques jours de l'attribution d'appartements à des réfugiés arméniens a provoqué l'émeute. Bilan, 37 morts et 200 blessés. Un comité populaire est reçu par les autorités. Nous, les musulmans, les Tadjiks, nous vendons notre communauté. Et les Russes, eux, ils étouffent les musulmans. Nous avons tous le cœur déchiré. Je viens du village de Hasht. Votre faute, c'est d'avoir permis un bain de sang à Hasht. Vous avez donné l'ordre d'évacuer 18 000 mesquettes que vous avez installées à Hasht. Un soir, les Ouzbeks sont venus nous voir. Ils nous ont dit, si vous voulez vivre, si vous voulez garder vos enfants, vos vieux parents, venez avec nous. On va chasser les mesquettes du village de Hasht. Nous y sommes allés. Et nous leur avons dit, quittez notre village, partez. La milice a tiré. Il y a eu 65 blessés et 18 morts. Moi, j'ai été envoyé par les gens de mon village. Ils m'ont réveillé en pleine nuit et m'ont dit « Tu es le plus âgé, va leur parler ». Je leur ai demandé quelles étaient leurs revendications. Ils ont commencé par me dire qu'il y avait tellement d'enfants chez nous. Le Tadjikistan doit acquérir son indépendance économique. Plus un seul kilo de coton ne doit quitter le Tadjikistan sans l'accord du peuple. On n'a rien dit au peuple. 24 heures après le début des manifestations, Markamov n'était toujours pas apparu en public. Les dirigeants du comité central et Markamov doivent démissionner. Qui parle de démission? Dites plutôt couvre-feu, état d'urgence, arrestation, répression. Et Gorbatchev à Moscou parle d'une orgie de violence. Ici, à Douchambé, après la chasse aux Arméniens, c'est la pêche aux jeunes. Tu étais au meeting? Oui. Qu'est-ce que tu y faisais? Je ne faisais rien. Comment ça, tu ne faisais rien? Je regardais. Allez, raconte. Il y avait la grève. On y est allé avec les copains. Où ça? On s'est approché du magasin. Je suis entré. Qui a saccagé le magasin? Moi, je n'ai rien cassé. Et ensuite, je pris des chaussettes, des caoutchoucs, 3 ceintures, de l'argent. Combien d'argent? 42 roubles en monnaie et un billet de 25 roubles. Qu'est-ce que tu penses de tout cela maintenant? Tu sais ce qui va t'arriver? Je ne comprends pas. Combien d'années tu vas prendre pour ça? Je ne sais pas. И у вас были прекрасные возможности его сдать, потому что, ну, товарищи, поверьте ж мне, что на каждом шагу стояли работники милиции, на каждом шагу в оцеплении стояли войска, внутренние войска. Как же вы никого не видели? Прошли через весь город.
c'est aussi la pêche aux meneurs, comme ce jeune mollah, repéré quand il était, vous vous souvenez, au comité populaire. Simulacre cynique pour les naïfs et pour conduire tous ceux qui osent parler devant le KGB. Il faisait un discours, montait sur un camion militaire. Dans la foule, des gens criaient pour exiger la fondation d'une république islamique et le port du costume traditionnel pour les femmes. Ce que dit le témoin info. Parmi les revendications écrites que nous avons reçues des manifestants, il n'y avait aucune revendication islamique. Il disait qu'il avait une famille de 6 enfants. Et qu'il n'avait pas de logement personnel. Il disait, nous les Tadjiks, nous vivons dans des conditions pénibles. Mais les dirigeants de la République ne s'en soucient pas. Au contraire, ils ont fait venir des Arméniens et leur ont donné des logements neufs. Le KGB parle de provocation et de machination. Les suspects sont partout. Dans la montagne, près de Douchambé, chez un imam, le chef religieux du village. Vous êtes bien Kosimov Ramazan? Mon nom est Dodarjanov. Je suis de la procurature de la République du Tadjikistan. Je suis envoyé pour appliquer un ordre de perquisition en raison de vos activités illégales pendant les événements du 12 février 1990. Les 2 personnes que voici participeront à la perquisition. Il s'agit d'honnêtes citoyens. Je vous prie de prendre connaissance de cet ordre. Il est écrit en russe, mais je vous le traduirai en tadjik. Si vous gardez chez vous des objets ou des livres interdits par la loi, je vous demande de nous les remettre tout de suite. J'ai bien de vieux Corans que je vous montrerai, mais pas d'autres livres. Vous n'avez pas d'alcool, n'est-ce pas? Vous venez ici, je vous prie. Ce sont des habits à vous? Non, ce sont des affaires de ma fille. C'est quoi comme livre? Les obligations religieuses, volume 2.
Deux hommes, deux mondes, deux cultures, à tout jamais hostiles. Aucun objet ou ouvrage interdit par la loi n'a été trouvé dans la maison de Ramazan Kosimov. Les Corans et ouvrages religieux écrits en caractère arabe ont été laissés à leurs propriétaires. Désormais, pour beaucoup, la peur, trop forte pour rester. Cette terre n'est plus la leur. Ceux qui s'en vont ont raison. On est obligé de retourner en Russie. Nous voulions bien partir nous aussi, mais aller où? Notre famille vit ici depuis 1946. Mon père est enterré ici, quelle pitié. Bien sûr qu'on a envie de partir d'ici, mais où aller? Nous sommes vieilles déjà. On me tuera peut-être. De toute façon, je mourrai ici. À 71 ans, je n'irai plus nulle part. Moi, je vis ici depuis 1939. Mon père est venu construire la voie de chemin de fer. Et nous sommes restés. J'aurais aimé continuer à vivre ici. Mais mes enfants doivent partir. J'ai un petit-fils qui doit étudier. Ici, on ne peut même plus lire les affiches, faire nos courses. Tout est écrit partout en tadjik. Qui peut apprendre le tadjik en un temps aussi court? On les appelle des russophones, ceux qui parlent russe, ceux qui ne parlent pas tadjik. 12% de la population, une minorité qui se sent menacée. Ça fait 55 ans que je vis ici. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Rendez-vous compte, mon mari était vétéran de guerre et invalide au premier degré. Où est-ce que je vais aller, moi? On me dit, va-t'en où tu veux. Mais où? Je vis ici depuis 1934. J'ai passé toute ma vie ici. Et maintenant, où est-ce que je vais aller? En Russie? Je ne peux même pas remplir le formulaire. J'ai toujours vécu ici. Pourquoi partez-vous? Je suis seul ici, je n'ai personne. Vous aussi, vous venez louer un conteneur? Oui. Où allez-vous? Si je savais seulement où aller, pourvu que je parte. Quels sont vos sentiments? J'ai une peur terrible. Ils ont failli tuer mon fils et je n'ai que lui. Moi non plus, je ne sais pas où aller. Ça fait longtemps que vous vivez au Tadjikistan? Je suis né ici. Mes enfants sont nés ici. Et vous savez pourquoi je vais partir? Pour que mes enfants au moins aient une patrie. Nous n'avons pas de patrie. Nous ne savons même pas où aller. Nous sommes des sans-patries. Les nôtres sont enterrés ici. Les tombes de mes parents et de l'un de mes fils sont ici. Et malgré tout, je m'en vais. Pourtant, pour moi, la patrie se trouve là où sont les tombes de mes parents. Je suis né ici. J'ai travaillé toute ma vie comme institutrice dans des classes tadjiques. Vous voyez, je pars quand même. Ce n'est plus possible de vivre comme cela, dans la peur continuelle. Nous n'avons pas d'avenir. Non, nous n'avons aucun avenir. On nous appelle les russophones. Nous ne sommes même plus russes. Nous devons être des bazarophones. On nous reproche de ne pas connaître le tadjik. Mais dites-nous un peu, qui nous l'a apprise, la langue tadjik? Nous aurions très volontiers appris le tadjik. Moi, j'ai travaillé dans une école tadjik. J'ai presque appris la langue. Mais les autres? Avant, au bazar, au magasin, à l'usine, partout les tadjiks parlaient russe. Qui est coupable? Nous peut-être? Nous n'avons pas de chef. Gorbatchev ne veut pas le poids. C'est un mou. Nous avons besoin d'une main de fer. Tenez, moi par exemple, je suis né ici en 1935 sur la frontière. J'ai travaillé 35 ans comme chauffeur routier. J'ai participé à tous les grands chantiers de la région. Les résultats?
Je n'ai toujours pas d'appartement à moi. J'ai passé ma vie à aller à droite, à gauche. Et maintenant, il faut partir. Je n'ai pas de patrie. Mon père, ma mère, ma sœur sont enterrés ici. Mais je dois partir parce que vivre comme cela n'est plus possible. Ce n'est pas une rivalité interethnique. Ce sont des luttes politiques. Et c'est le peuple qui en souffre. Je suis tadjik, mais je parle russe couramment. Vous voyez, ça fait 70 ans que le Parti communiste usurpe le pouvoir. Pendant 70 ans, les peuples de l'URSS ont vécu dans l'isolement. Et ce parti a concentré les pouvoirs à tel point qu'il a saisi toutes les structures de la société. Le peuple n'a aucune initiative. J'ai lu la Bible. Et là, Jésus-Christ, par exemple, parle dans une langue simple, la langue du peuple. Le parti, lui, parle au peuple une langue incompréhensible. La façade léniniste s'effondre. Trois mois plus tard, tout recommence. Cette fois pour une histoire d'attribution de terrain à construire, à la frontière de l'Ouzbékistan et de la Kirghizie, au bout de la vallée de Fergana. Des milliers de Kirghizes, en camion et à cheval, envahissent les villages et font la chasse aux Ouzbeks. Incendies, pillent, massacres, sans distinction. Hommes, femmes, enfants, vieillards. Des centaines de maisons détruites, des centaines de blessés et plus de 200 morts officiellement. В каком состоянии они были, убитые? Все вот. Какие они были? Les morts étaient de quelle nationalité? Il n'y avait pas de Russes, des Ouzbeks seulement, des enfants, parfois hauts comme ça. Дети тоже были, да? Ага, было. Сколько лет дети? De quel âge? Все. Des bébés de 3 semaines, des enfants de 12 ans, les enfants de tous les âges. Это трехнедельные, всякие были. Nous étions assis pour le thé. Ils ont fait irruption. Ils étaient une quinzaine environ. Ils ont renversé un seau d'essence sur la tête de mon mari. Ils l'ont éventré à coups de fourche. Lui hurlait. Puis ils lui ont mis le feu. Ils l'ont emporté au dehors et l'ont brûlé. On a ramassé ses ossements. Regardez. Je les ai mis dans un foulard que je nouais. Je ne les ai pas enterrés. Je garde ces restes avec moi. Je suis restée seule avec mes 7 filles. On ne recherche pas les coupables. Et pourtant, nous savons qui ils sont. Mes amis, vous qui avez de la force et aimez la justice, il faut qu'on retrouve les coupables et que justice soit faite. Ils nous ont attaqués dans nos maisons. Nous étions avec nos plus jeunes enfants. Les adultes étaient absents. Les Kirghizes ont trahi notre confiance. Ils étaient tous armés de couteaux, de haches. Ils ont menacé ma fille cadette avec un fusil. Je les ai suppliés de l'épargner. Ils ont tué mon père invalide. Ils ont mis le feu à nos maisons. Ma mère est seule maintenant. Pourtant, nous vivions en bon voisinage. Nous les honorions tous, les anciens comme les jeunes, tous. On avait toujours vécu en bon voisinage.
paisiblement. Alors on cherche à comprendre, à expliquer. On parle aussi de machination et de complot. On parle de miliciens kirghizes en civil et mêlés aux assaillants. On parle d'hélicoptères distribuant des armes. On parle d'attaques concertées en plusieurs endroits en même temps. Au début, quand les massacres ont commencé, personne n'avait d'armes. Ni les Ouzbeks, ni les Kirghizes. Et puis, après que les Ouzbeks aient repoussé les Kirghizes une première fois, un groupe de miliciens armés est venu donner des armes aux Kirghizes. Et ils sont revenus. Tout ça a été préparé à l'avance, au sommet. Sinon, comment tout aurait commencé en même temps? Les Kirghizes sont venus de partout à la fois. Nous ne leur pardonnerons jamais ce qui s'est passé ici. Jamais. Pour rien au monde. Accusations, mais aussi désespoir, remontent aux portes du Kremlin. Qui répondra du massacre d'un millier de femmes, d'enfants et de vieillards? Et dans le hall de l'hôtel Moscou, l'hôtel où logent les députés, à l'entrée de la place Rouge, les mères et les veuves attendent qu'on veuille bien les écouter. Nous sommes venus pour vous parler de nos enfants morts à Ouzgan. Voilà leurs photos. Nous nous adressons à vous au nom de ces enfants sacrifiés. Aidez-nous. Voilà la liste de nos victimes. Égorgés, tués à coups de fusil. Il y a des jeunes de 15 ans. Comment supporter tout cela? Vous êtes venus de Orge? d'Ouzgan, tout près de Orge. Aucun responsable politique n'a parlé de ces événements. J'ai perdu 4 enfants, dont une fille de 13 ans. Une fille de 13 ans. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? À qui demander de l'aide? Comment est-ce possible en Union soviétique? Voilà les photos des morts de notre quartier. J'avais des parents parmi eux. Tous sont morts? Voici mon fils. Voilà les enfants du voisin. Qu'est-ce que je fais pour être puni comme cela? Et mes enfants, ils étaient innocents. Est-ce que quelqu'un parle de tout cela au Congrès? Nous avons l'intention de réexaminer le problème d'Osh. Quand est-ce que nos dirigeants donneront à ce qui s'est passé sa dimension politique? Nous sommes dans le malheur. Je suis venu au nom de nombreux habitants d'Ouzgan en espérant que vous allez nous aider. Nous en parlerons. Nous allons étudier la question. Ne vous en allez pas comme ça. Si nous sommes bien sous le pouvoir soviétique, vous devez vous battre à nos côtés au lieu de tout laisser à l'abandon. Que Dieu vous donne des forces. Vous vous défilez tous. Vous vous défilez. Nous sommes atteints dans notre chair. Vous avez laissé faire tout cela. Et vous allez encore vous entendre sur notre dos. Quelques jours plus tard, Legatchev, commissaire aux nationalités, répond à un journaliste soviétique. L'Asie centrale, mais c'est le paradis. La nature est superbe, la terre fertile et les gens des merveilles.